Partie 24 de l'art de vivre. Le travail comme axe du sens et de l'équilibre. Le travail, dans son apparence la plus simple, semble n'être qu'une activité parmi d'autres. Une manière de gagner sa vie, de traverser les jours avec un minimum de stabilité, de répondre aux obligations ordinaires qu'impose la réalité matérielle. Pourtant, dès que l'on s'éloigne de cette vision strictement utilitaire, quelque chose de plus profond apparaît. Chez l'être humain, travailler n'a jamais consisté seulement à produire. Travailler, c'est inscrire son existence dans une continuité, donner une forme au temps, à la fois intérieure et sociale. C'est organiser ses journées autour d'un rythme, mais c'est aussi organiser sa conscience autour d'une direction. La vie humaine se tisse en grande partie à travers ce geste répétitif, qui devient une manière d'habiter le monde. Et si l'on observe attentivement les personnes qui traversent une période de rupture professionnelle, qu'elle soit choisie ou subie, on voit très vite combien ce rythme structure plus que leurs finances, il structure leur rapport à elles-mêmes. Cette fonction structurante est ancienne. Dans les premières sociétés humaines, le travail n'était pas séparé de l'existence. Il ne s'agissait pas de carrière, de productivité ou d'objectifs mesurés. Il s'agissait d'assurer la continuité du groupe, de maintenir un lien vital avec la nature, de partager des tâches dont dépendait la survie de tous. Le travail était un langage, un moyen de demeurer dans le flux du réel. En avançant dans les cultures et les siècles, sa forme a changé, mais sa fonction n'a jamais disparu. Les outils se sont transformés, les structures sociales ont évolué, mais l'activité elle-même continue de jouer ce rôle fondamental, relier l'individu à quelque chose qui dépasse son simple vécu personnel. Le travail donne ainsi une identité. Pas seulement parce qu'il permet de dire ce que l'on fait, mais parce qu'il permet de sentir ce que l'on est. Il existe une différence subtile entre répéter une activité et s'y reconnaître. Cette reconnaissance est le cœur du sens. Lorsque l'effort produit une trace, un effet, un résultat qui porte la marque de celui qui l'a accompli, quelque chose se stabilise psychiquement. Le geste devient porteur de soi. La personne se sent inscrite dans un mouvement, dans une continuité qui dépasse les jours isolés. À l'inverse, lorsque le travail se réduit à une série d'actions mécaniques sans implication personnelle, le lien identitaire s'affaiblit. L'individu exécute la tâche, mais la tâche ne dit rien de lui. Il n'y a plus de miroir entre l'action et celui qui agit. Cette présence du sens dans le travail n'a rien d'abstrait. Elle s'enracine dans le fonctionnement biologique humain. Quand une personne comprend pourquoi elle agit, et qu'elle mesure l'utilité ou la cohérence de ce qu'elle réalise, son système nerveux adopte un régime plus stable. Les circuits liés au stress se calment, la concentration s'améliore, et une forme de fluidité mentale apparaît. À l'inverse, quand on se sent inutile, interchangeable ou coupé du résultat de ses efforts, l'organisme réagit par une tension diffuse. Ce n'est pas toujours un stress visible, mais un brouillard intérieur, une sorte de résistance silencieuse qui rend l'effort plus lourd. L'absence de sens agit comme un poids supplémentaire, une friction constante dans le mouvement. Cette friction explique pourquoi certaines personnes, même en situation de faible charge, se sentent épuisées. Elles ne savent pas toujours nommer ce qui leur manque, mais le manque se manifeste. Ce n'est pas la quantité de travail qui use, mais l'absence de direction intérieure. Le vécu de la tâche devient alors une succession de gestes détachés, sans lien entre eux, et la journée perd son unité. On peut accomplir beaucoup sans se sentir accompli. On peut travailler longtemps sans éprouver l'impression d'avancer. L'usure provient de cette dissociation entre l'action et sa signification. Le corps continue, mais l'esprit ne suit plus. Cette fatigue de sens n'est pas une invention moderne. Elle apparaît dès que le travail devient une obligation dépourvue d'horizon. Pourtant, il existe une différence importante entre une obligation vécue comme nécessaire pour vivre et une obligation vécue comme dépourvue de valeur. Dans le premier cas, la personne peut se dire que son effort répond à une nécessité, ce qui lui offre malgré tout une forme de justification.
Dans le second, l'effort devient absurde, et l'absurdité creuse une usure bien plus profonde. Lorsque l'activité ne mène nulle part, la conscience se heurte à un vide qui mine progressivement l'énergie vitale. C'est ici que la notion de contribution devient déterminante. Se sentir utile n'est pas un luxe psychologique, mais un besoin humain élémentaire. L'utilité n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut être discrète, modeste, même invisible de l'extérieur. Ce qui compte, c'est la perception intime de faire partie d'un ensemble qui bénéficie de notre action. Les chercheurs qui étudient la motivation observent que cette perception augmente la stabilité émotionnelle. Une personne qui sait pourquoi elle agit possède un appui intérieur. Elle peut faire face à la difficulté avec davantage de résilience, car elle n'est pas en lutte contre sa propre activité. Elle avance dans une direction qu'elle reconnaît. Cette reconnaissance s'appuie sur 3 besoins psychologiques essentiels. Le premier est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité d'agir en comprenant le sens de ce que l'on fait. L'autonomie ne signifie pas travailler seul, mais agir avec une intention. Le deuxième est la compétence. Elle ne se limite pas au niveau technique, mais au sentiment d'être capable d'influencer le réel. Le troisième est l'appartenance, ce lien par lequel une personne sent que ce qu'elle fait s'inscrit dans une communauté, un groupe, une structure qui la dépasse. Lorsque ces 3 dimensions s'articulent, un équilibre profond s'installe. Le travail devient un terrain d'expression, non une simple contrainte. Cependant, cet équilibre peut se rompre lorsque le travail est absorbé par la comparaison. Dans certaines structures modernes, l'activité est constamment évaluée, mesurée, classée. La personne ne travaille plus pour accomplir, mais pour prouver. Elle agit sous le regard fictif d'un juge invisible, parfois incarné par des chiffres, des indicateurs, des performances attendues. Cette pression transforme l'effort en justification permanente. Le sens s'éloigne, et avec lui la légèreté du geste. Le travail cesse d'être une activité qui amplifie l'identité pour devenir une activité qui la menace. On ne cherche plus à contribuer, mais à éviter d'être disqualifié. Cette tension génère une fatigue différente, plus morale que physique, une fatigue faite de doutes et de comparaisons. Ce glissement du sens vers la performance crée un paradoxe. Les structures qui encouragent la compétition pensent stimuler l'engagement, alors que la motivation humaine se nourrit bien davantage de l'autonomie, de la compétence et de l'appartenance. Quand on retire à quelqu'un la possibilité de se sentir acteur de son effort, l'énergie intérieure se tarit. Inversement, quand on reconnaît sa contribution, même partielle, l'effort devient plus fluide. Le cerveau humain réagit ainsi parce qu'il est façonné pour coopérer. Les systèmes nerveux se calment lorsque l'individu sent qu'il occupe une place légitime. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'équilibre. Dans beaucoup de parcours de vie, la véritable transformation ne vient pas du changement de métier, mais du changement de sens. 2 personnes peuvent exercer la même fonction, l'une avec lassitude, l'autre avec une forme de tranquillité dynamique, selon la manière dont elles interprètent leur propre action. Cela ne signifie pas que tout dépend du regard intérieur. Le contexte, l'organisation, les relations jouent évidemment un rôle majeur. Mais l'expérience montre que dès que le sens est restauré, même un travail difficile devient supportable. Ce n'est pas une question de passion, mais de cohérence. Il arrive que cette cohérence soit rompue par des situations prolongées d'inactivité. L'oisiveté peut sembler, de loin, une forme de liberté. Pourtant, quand elle dure trop longtemps, elle désorganise les repères internes. L'absence d'activité structurante trouble l'orientation psychique. Le temps devient homogène, les jours ne s'articulent plus entre eux, et la conscience perd le fil de sa propre continuité. Ce phénomène n'a rien d'étrange. L'être humain n'est pas fait pour l'absence totale de contraintes. Il a besoin d'un cadre, d'un effort, d'un mouvement qui le relie au réel. Sans cela, l'énergie intérieure se disperse et le sentiment d'existence s'affaiblit. Le travail, lorsqu'il retrouve son sens originel, ne se réduit plus à une obligation.
Il devient un axe autour duquel l'identité peut s'organiser. Non pas un axe rigide, mais une ligne de force. Une manière de se situer dans le monde, de reconnaître le fil des jours, d'inscrire ses gestes dans une histoire plus vaste que soi. Quand cette dimension est présente, l'activité professionnelle ou personnelle devient un espace de développement. Elle nourrit l'individu autant qu'elle lui demande de l'énergie. Elle l'équilibre. Quand on regarde attentivement le rapport humain au travail, une nuance essentielle apparaît entre l'effort imposé et l'effort choisi. L'effort imposé pèse, car il ne laisse aucune place à l'initiative. L'effort choisi, lui, allège même ce qui est difficile. La différence ne tient pas seulement à l'activité elle-même, mais au sentiment d'agir selon une intention qui nous appartient. Ce sentiment, même modeste, transforme la manière dont le corps réagit. Le rythme cardiaque se stabilise, la respiration se régule, la perception du temps devient plus fluide. On pourrait croire qu'il s'agit de simples impressions subjectives, mais elles reflètent en réalité un fonctionnement biologique profond. Le cerveau distingue très clairement ce qui est subi de ce qui est assumé, et il adapte sa réponse émotionnelle en conséquence. C'est pour cette raison que tant de personnes supportent des métiers physiquement pénibles lorsqu'ils perçoivent la valeur de ce qu'ils font. L'énergie ne vient pas de la tâche en elle-même, mais de la relation que l'on entretient avec elle. C'est un phénomène que l'on observe aussi chez ceux qui exercent des activités créatives, artisanales ou d'accompagnement. Lorsque l'action s'inscrit dans une forme d'utilité ressentie, elle alimente l'estime de soi et nourrit la continuité intérieure. Il ne s'agit pas d'héroïser le travail, mais de comprendre qu'il existe un lien direct entre ce que l'on fait et la manière dont on se sent exister. Beaucoup de personnes qui traversent une période d'épuisement professionnel le décrivent d'ailleurs ainsi. Elles ne disent pas seulement qu'elles sont fatiguées. Elles disent qu'elles ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles font. La fatigue physique, même intense, peut être compensée par du repos. Mais la fatigue identitaire, celle qui surgit lorsque le sens disparaît, ne se dissipe pas aussi facilement. Elle laisse une impression d'éparpillement, comme si l'attention elle-même perdait sa cohésion. Le travail n'est plus un axe, mais une agitation. Il ne structure plus la vie psychique, il la disperse. Quand cette dispersion s'installe, la personne commence souvent à se demander ce qui a changé. Elle se souvient qu'elle avait autrefois de l'entrain, de la curiosité, une certaine légèreté dans l'effort. Mais elle ne retrouve plus ce mouvement intérieur. Ce n'est pas forcément une crise spectaculaire. C'est souvent une érosion discrète, qui agit jour après jour. L'énergie se vide lentement, l'enthousiasme s'étiole, la perception du temps devient lourde. C'est ce décalage progressif entre la personne et son activité qui crée une forme de doute existentiel. Le travail n'est plus un lieu où elle se sent présente. Pourtant, ce même travail peut redevenir un espace de cohérence lorsque les conditions évoluent. Le sens n'est pas une essence figée. Il dépend du contexte, des relations, de la place que l'on occupe. Il arrive qu'un simple ajustement, une clarification, un changement de responsabilité, suffisent à réactiver l'intérêt. L'individu retrouve alors une forme d'alliance entre ce qu'il fait et ce qu'il veut être. Cette alliance est fragile, mais elle est aussi profondément vivante. Dès qu'elle renaît, elle redonne au travail une dimension intérieure qui n'a rien à voir avec le rendement ou la reconnaissance extérieure. L'être humain développe un rapport particulier aux résultats de ses actions. Voir un projet avancer, comprendre comment une tâche s'inscrit dans un ensemble, mesurer même discrètement l'impact de son geste, tout cela nourrit une satisfaction discrète mais fondamentale. Cette satisfaction ne dépend pas de l'admiration d'autrui. Elle dépend de la conviction intime que ce que l'on a fait possède une cohérence avec ce que l'on souhaitait accomplir. C'est cette cohérence qui crée l'impression d'aller dans une direction, même lorsque la charge est lourde. À l'inverse, quand on ne perçoit plus cette progression, même minime, tout effort devient pesant. C'est pour cela que certaines personnes trouvent un équilibre dans des formes de travail que d'autres jugeraient monotones. Elles ne se lassent pas, parce qu'elles comprennent le rôle de leur action dans le fil du monde.
Cette compréhension donne une orientation intérieure. La monotonie ne les atteint pas, car le sens agit comme une force de stabilisation. Elles avancent avec la régularité d'un geste qui a trouvé sa place. La simplicité de la tâche ne retire rien à sa valeur. Au contraire, la constance peut devenir un espace d'approfondissement. On y découvre une forme de tranquillité liée à l'habitude, une présence silencieuse à ce que l'on accomplit. À l'inverse, certaines activités qui semblent passionnantes vues de l'extérieur peuvent s'avérer déstabilisantes lorsqu'elles manquent d'ancrage. Une tâche créative ou prestigieuse peut devenir source de souffrance si elle ne repose sur aucun cadre clair. La liberté totale n'est pas toujours une source d'épanouissement. Elle peut créer de l'anxiété quand elle n'est pas accompagnée d'un sens suffisamment stable. L'être humain a besoin d'une structure, même souple, pour se sentir orienté. Le travail ne doit pas enfermer, mais il doit guider. Un excès d'indétermination peut être aussi lourd qu'un excès de contrainte. C'est ici que la notion de rythme devient essentielle. Le rythme du travail n'est pas uniquement une question d'horaire ou de cadence. C'est un rapport au temps. Lorsque le rythme est clair, la personne sait quand elle s'engage, quand elle se repose, quand elle accomplit, quand elle s'arrête. Le corps s'y habitue, l'esprit aussi. Ce rythme devient une forme d'ancrage. À l'inverse, lorsque le travail envahit tout, ou au contraire se fragmente en une multitude de tâches incohérentes, la perception du temps se dérègle. On perd la sensation de finitude, ce moment où l'effort cesse et où l'on peut réellement se relâcher. Le travail doit avoir une forme pour que le repos puisse exister. Dans cette perspective, le bien-être professionnel dépend autant de l'organisation du temps que de la nature de l'activité. Une journée limpide, même chargée, fatigue moins qu'une journée confuse. Le cerveau humain se régule dans la clarté. Il s'épuise dans le brouillard. C'est pour cela que la planification, la priorisation et la structuration des tâches sont si importantes. Elles ne visent pas seulement à améliorer la productivité, mais à préserver la continuité intérieure. Elles permettent à la personne de traverser la journée avec un sentiment d'unité. Cette unité n'est pas un luxe. Elle soutient l'équilibre psychologique. Le lien au temps se modifie profondément quand un travail a du sens. Les minutes ne s'étirent plus. Les heures se suivent avec plus de fluidité. La concentration devient un mouvement naturel. C'est un état que beaucoup décrivent comme une forme d'engagement tranquille, dans lequel l'attention se fixe sans tension excessive. Cet état n'est pas constant, ni magique. Il dépend de la manière dont la personne se sent reliée à sa tâche. Quand cette relation est bonne, le travail devient un espace où la conscience peut se rassembler. Ce rassemblement crée une énergie particulière, une présence accrue à ce que l'on fait. Cette présence peut surgir dans des métiers très différents. On la retrouve chez l'artisan qui répète un geste avec précision, chez l'enseignant qui transmet une idée à ses élèves, chez le soignant qui accompagne un patient, chez le chercheur absorbé par une question complexe. Tous décrivent une forme de continuité intérieure qui naît de la cohérence entre leur intention et leur action. Ils ne cherchent pas spécialement la reconnaissance. Ils cherchent l'alignement. Et lorsque cet alignement existe, il permet d'affronter les difficultés avec davantage de stabilité. Inversement, quand le travail se déconnecte totalement de l'identité, une autre forme d'état intérieur apparaît. L'individu continue d'agir, mais son attention flotte. Le geste est accompli, mais il n'habite pas celui qui le réalise. Ce décalage entraîne une fatigue particulière, une fatigue faite de dispersion. La personne n'est pas débordée, mais elle n'est plus là. Elle travaille en surface. Ce phénomène peut durer longtemps sans être nommé. Il se manifeste par une perte de sensibilité au monde, une légère désorientation, une difficulté à se sentir véritablement impliqué dans les événements du quotidien. Quand on analyse ce phénomène, on se rend compte que le travail agit comme un miroir. Il renvoie à la personne une image d'elle-même. Si le travail est cohérent, le reflet est stable. Il soutient l'estime de soi.
Si le travail est incohérent, le reflet se brouille. Il crée un doute, un trouble diffus, une remise en question constante. Le travail n'est pas l'unique source de l'identité, mais il en constitue une dimension très visible. Il offre à l'individu une manière de se situer. Lorsque cette manière devient confuse, l'identité perd un de ses appuis. Pour retrouver cet appui, il ne suffit pas de changer de métier. Il faut rétablir un lien entre l'action et la valeur. Ce lien n'est pas toujours simple à définir. Il demande du temps, de l'écoute, une compréhension fine des motivations profondes. Mais une fois qu'il est trouvé, il donne au travail une autre tonalité. La journée ne se contente plus de passer. Elle devient un mouvement orienté. Cette orientation ne dépend pas du prestige du poste ni du regard des autres. Elle dépend de la sensation intime que l'on avance dans une direction qui nous correspond. Cette direction peut être multiple. Elle peut être nourrie par le désir de transmettre, de créer, de réparer, de protéger, de comprendre. Il n'existe pas d'universalité dans ce qui donne du sens. Chaque être humain possède ses propres axes, ses propres motifs. Le travail n'a pas besoin d'être exceptionnel pour être significatif. Il doit simplement s'accorder avec la manière dont la personne se sent exister. Quand cet accord se produit, il devient possible de traverser les difficultés avec plus de robustesse intérieure. Le travail, alors, n'est plus seulement une nécessité, mais une forme d'expression de soi. Quand on s'intéresse à ce que le travail révèle de l'être humain, un élément apparaît avec une netteté particulière, le besoin de contribution est aussi un besoin de relation. Même lorsque l'on accomplit une tâche solitaire, quelque chose en nous cherche à s'inscrire dans une continuité collective. On travaille rarement pour soi seul. On travaille pour répondre à une attente, pour soutenir une organisation, pour participer à un mouvement plus vaste que son propre geste. Ce lien, parfois discret, parfois explicite, constitue l'une des composantes les plus profondes du sens au travail. Sans lui, même l'activité la plus enrichissante finit par s'appauvrir intérieurement. Ce rapport à la relation ne signifie pas que tout travail doit être social au sens strict. Il signifie qu'à travers le travail, l'être humain cherche à trouver une place. Trouver une place ne veut pas dire se conformer aux regards extérieurs, mais reconnaître qu'il existe un espace dans lequel son action compte. Cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par la parole. Elle peut se traduire par un simple remerciement, par une marque de confiance, par un signe discret qui indique que la présence de la personne a un impact réel. Ce sont souvent ces micro-gestes qui entretiennent la motivation durable, car ils nourrissent un sentiment d'appartenance qui ne dépend pas du statut. Le travail devient alors un lieu de circulation. Les idées, les initiatives, les attentions s'y croisent. Cette circulation donne du relief à l'activité. Elle transforme le simple fait d'agir en une expérience partagée. Cela ne supprime ni les tensions ni les désaccords, mais cela crée un tissu relationnel qui soutient l'engagement. On travaille mieux lorsque l'on sent que l'on n'agit pas dans le vide. Le lien à l'autre donne du poids aux gestes les plus ordinaires. Il rappelle que derrière chaque action se trouve une forme d'interdépendance, parfois invisible, mais toujours présente. Lorsque cette dimension relationnelle s'interrompt brutalement, la perception du travail change. Ce n'est pas seulement la charge qui devient lourde. C'est l'atmosphère intérieure. Les tâches demeurent les mêmes, mais elles perdent leur densité humaine. Elles ne s'inscrivent plus dans un ensemble vivant. La personne se met alors à douter non seulement de son utilité, mais aussi de sa place. Cette perte de repère provoque une sorte d'isolement mental. On n'est pas seul en apparence, mais on se sent détaché, parfois même inutile. Cet isolement fragilise l'équilibre psychologique, car il prive l'individu de l'un des moteurs fondamentaux du sens, la relation. Ce phénomène s'observe également lorsqu'une personne traverse une période d'arrêt ou de retrait forcé. L'absence de travail modifie non seulement l'organisation du temps, mais aussi la perception d'être relié aux autres. L'individu n'a plus l'occasion de contribuer, et donc plus l'occasion d'être perçu.
Cette invisibilité n'est pas toujours évidente à nommer, mais elle pèse. Le sentiment d'exister socialement se réduit. Le monde semble continuer sans soi, et ce décalage crée une sensation de flottement intérieur. Ce n'est pas l'inactivité en elle-même qui blesse, mais la perte de relation qu'elle entraîne. Pour restaurer cet équilibre, il est parfois nécessaire de repenser la manière dont on habite son propre travail. Non pas en cherchant des solutions spectaculaires, mais en retrouvant un fil. Ce fil peut être une responsabilité précise, une intention personnelle, un projet que l'on souhaite mener avec constance. Il peut s'agir d'un engagement discret, d'un geste qui nous relie à une valeur profonde. Le travail ne prend sens que lorsque l'individu peut y injecter une part de lui-même, même minime. Ce geste, quand il devient régulier, rétablit l'alignement entre l'action et l'identité. Parfois, cet alignement demande d'accepter que le sens évolue. Ce qui animait autrefois peut ne plus suffire aujourd'hui. Les priorités changent, les attentes se transforment, les motivations se déplacent. Le travail, pour rester un axe, doit s'adapter à ces mouvements intérieurs. Cela ne signifie pas tout bouleverser. Cela signifie reconnaître que l'équilibre dépend de la correspondance entre ce que l'on fait et ce que l'on devient. Les parcours professionnels ne sont pas linéaires. Ils reflètent l'évolution de la personne. Quand on comprend cela, le travail cesse d'être un cadre rigide. Il devient un espace vivant, qui peut s'ajuster et se réinventer. Ce processus de réinvention est souvent soutenu par les relations humaines. Une conversation, un encouragement, une confiance accordée au bon moment peuvent éclairer un chemin que l'on ne voyait pas. Le travail n'est pas seulement un lieu d'activité. C'est un lieu où se tissent des influences, où se partagent des perceptions, où se transmettent des forces subtiles. Ces interactions jouent un rôle déterminant dans la manière dont une personne vit son engagement. Elles renforcent l'impression de participer à un tout. Elles donnent au geste individuel une profondeur supplémentaire. À l'inverse, quand un environnement professionnel devient toxique, la relation se dégrade. Les malentendus s'accumulent, les tensions se cristallisent, la confiance disparaît. Le travail perd alors sa dimension nourricière. Il cesse d'être un espace où l'on peut s'appuyer sur les autres. La personne se replie sur elle-même, parfois jusqu'à s'épuiser. Cette solitude forcée fragilise la santé mentale, car elle enlève au travail ce qui en fait un axe, la possibilité de se sentir relié. La souffrance ne vient pas seulement de la charge ou du contexte, mais de la rupture du lien. C'est pourquoi l'équilibre psychique dépend autant de la qualité du travail que de la qualité des relations qu'il contient. Le travail n'existe jamais seul. Il est toujours traversé par les autres, par leurs attentes, leurs émotions, leurs gestes. Même les métiers les plus solitaires portent la trace de relations invisibles, celles qui ont construit les outils, celles qui bénéficieront du résultat, celles qui ont transmis le savoir-faire nécessaire pour accomplir la tâche. Comprendre cela permet d'élargir la perception de l'activité et de s'y ancrer plus profondément. Quand cet ancrage est présent, le travail devient un lieu de stabilité intérieure. Il offre un cadre, un rythme, un espace où l'on peut déployer ses capacités sans se disperser. Il donne à la personne la sensation d'être en mouvement, et ce mouvement lui permet de se sentir vivante. La continuité entre les jours n'est plus subie. Elle est habitée. Le travail n'est plus une suite de tâches, mais une trajectoire. Cette trajectoire n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être essentielle. Elle permet simplement d'avancer avec l'impression d'être relié à quelque chose de plus vaste. Peu à peu, l'individu découvre que le sens du travail ne réside pas uniquement dans ce qu'il produit, mais dans ce qu'il relie. Relier soi-même au monde. Relier ses gestes à une utilité. Relier son existence à une continuité collective. Relier son identité à un mouvement qui la dépasse sans l'effacer. C'est cette fonction relationnelle, discrète mais centrale, qui fait du travail un axe de vie. Quand cet axe est solide, il soutient la personne dans les moments de fatigue, de doute ou de transition.
Il lui permet de demeurer en équilibre, même lorsque les conditions extérieures se modifient. Et quand cet équilibre commence à se fragiliser, c'est souvent vers les autres que la personne se tourne pour retrouver un appui. Vers les collègues, les proches, les guides, les communautés, ou simplement vers des échanges qui redonnent un sens à ce qu'elle fait. Le travail révèle alors une vérité plus large, l'être humain ne se construit pas seul. Il se construit dans une dynamique relationnelle qui dépasse largement l'activité professionnelle. Le travail n'est qu'une des formes de cette dynamique, mais il en est l'une des plus visibles. En explorant cette dimension, on comprend que l'axe du travail mène naturellement à une réflexion plus vaste, celle du lien social qui soutient l'équilibre intérieur et donne à la vie sa profondeur. C'est vers cette question que se tourne la suite, comprendre comment le lien social, dans ses formes les plus directes comme dans ses formes les plus subtiles, constitue un fondement biologique de l'équilibre, et c'est ce que nous verrons dans la partie 25, Liberté et appartenance, l'équilibre du lien humain.